Kung appelle l'armée populaire du Vietnam à jouer un rôle exemplaire dans l'application des directives du parti. Il faut développer les plateformes d'entreprise en fonction des industries afin de promouvoir la dynamique de croissance de toute l'économie. La ville d'Hue s'efforce de préserver et de mieux valoriser les maisons-jardins, un symbole de l'architecture de l'ancienne capitale du pays. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce jeudi 20 février, le président Lương Cường a travaillé avec le ministère de la Défense. Cette réunion est consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre de la résolution numéro 5 du Bureau politique qui définit l'organisation et les orientations stratégiques de l'armée pour la période 2021-2030 et au-delà. Selon le chef de l'État, l'armée populaire du Vietnam a atteint ses objectifs de restructuration dès la fin de 2024, soit avec un an d'avance sur le calendrier fixé. Cette réforme a permis d'optimiser l'organisation des forces armées en les rendant plus efficaces et mieux adaptées aux exigences stratégiques actuelles. Le président a insisté sur la nécessité pour l'armée populaire de jouer un rôle exemplaire dans l'application des directives du parti, notamment la résolution numéro 18 qui vise à rationaliser le système politique tout en réaffirmant le leadership indéfectible du parti sur les forces armées. Ce jeudi matin, le gouvernement a tenu une session thématique pour discuter de 7 projets de loi visant à introduire de nouvelles réglementations. Ces projets couvrent un large éventail de domaines, dont la loi sur l'état d'urgence, la loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur la qualité des produits et des marchandises, la loi amendée sur les chemins de fer, la loi sur l'entraide judiciaire en matière civile, la loi sur l'extradition, la loi sur le transfèrement des personnes condamnées et la loi sur la protection des données personnelles. Lors de la réunion, les ministres ont été chargés de garantir la cohérence de la législation, d'éviter les chevauchements et de s'assurer du respect des engagements internationaux du Vietnam. L'objectif est de créer des lois claires favorisant la décentralisation, définissant précisément les responsabilités et simplifiant les procédures administratives. Le gouvernement a fixé un objectif de croissance du PIB de 9% pour la province de Lâm Đồng cette année, soit le deuxième plus élevé des hauts plateaux du centre. La province a mis en œuvre diverses stratégies pour atteindre cet objectif en mettant l'accent sur le développement des infrastructures et l'attraction des investissements étrangers dans ces secteurs économiques clés, dont le tourisme et les services. Plusieurs sociétés immobilières internationales, dont Kengo Kuma Associates, Isometric Lighting and Design et Chivasom, se sont réunies pour la première fois à Dalat Lâm Đồng dans le but de chercher des opportunités d'investissement au Vietnam. L'attrait de Lâm Đồng réside dans sa situation géographique, son climat tempéré, son paysage et sa culture associée à la protection de l'environnement et au développement durable. C'est un avantage pour les investisseurs comme nous, qui investissent dans la construction de projets haut de gamme, tels que des centres de commerciaux et des hôtels, ou des villas de villégiature miniature jamais vues auparavant au Vietnam. La politique de Lâm Đồng pour attirer les investisseurs est très flexible, pratique et ouverte. En tant qu'investisseurs pionniers, nous n'avons rencontré aucun problème juridique. Pour attirer des investissements étrangers importants dans son secteur clé du tourisme et des services, Lâm Đồng s'est attaqué au goulet d'étranglement en matière d'aménagement du territoire, d'infrastructure et de réglementation de la construction, tout en éliminant les procédures d'approbation des investissements qui se chevauchent. La province accorde la priorité aux infrastructures de transport comme base de sa croissance. Nous nous efforçons d'attirer davantage d'investisseurs à Lâm Đồng, notamment dans l'immobilier et le tourisme.
D'ici 2025, nous visons une croissance du PIB de 9 à 10% et des recettes budgétaires de 568 millions de dollars. Nous accélérons également les investissements dans les hôtels de luxe, en les segmentant en catégories haut de gamme et milieu de gamme. Tous les secteurs économiques clés de Lemdong visent une croissance à 2 chiffres cette année pour contribuer au taux de croissance élevé de la province. Lemdong s'efforce également de construire la ville intelligente de la LAT, tout en attirant les investissements des entreprises technologiques mondiales. Une plateforme d'entreprise est un écosystème technologique intégré répondant aux besoins d'une entreprise et d'un secteur spécifique, ce qui permet d'optimiser les opérations. Les compagnies technologiques créent des plateformes d'entreprise pour mettre en relation les fournisseurs et les consommateurs au lieu de fabriquer eux-mêmes des biens. Selon les experts, cette activité contribue à environ 9,9% du PIB. Il est donc nécessaire de développer les plateformes d'entreprise en fonction des industries et des domaines clés afin de stimuler la dynamique de croissance de toute l'économie. La plateforme d'entreprise dans le secteur des transports représente 16,8% de la valeur ajoutée de l'industrie des plateformes. Cette plateforme de transport Grab, par exemple, contribue rendement à la croissance de l'économie numérique et du PIB du Vietnam. Nous améliorons la mobilité, soutenons le tourisme et favorisons le développement urbain. De plus, Grab s'étend au secteur de la livraison et aide également les restaurants et les magasins à atteindre davantage de clients. Si le commerce électronique et l'information disposent de bases solides, des domaines comme l'agriculture, le tourisme et l'industrie n'ont pas de base efficace. Les autorités ont conçu 38 plateformes numériques nationales, du niveau central au niveau local, pour créer des plateformes pionnières dans un certain nombre de domaines. Le ministère de l'Information et des Communications a coordonné avec les ministères et les branches pour établir une liste de plus de 154 plateformes à soumettre au gouvernement pour investissement. Si la production de l'industrie des plateformes augmente d'1 milliard de dollars, cela créera plus de 93 000 emplois pour les travailleurs. En promouvant l'industrie des plateformes, nous aurons plus d'opportunités. Il existe actuellement 50 000 entreprises de technologie numérique en activité, soit plus que l'objectif du gouvernement de 48 000 entreprises. La croissance rapide des services commerciaux numériques continuera de faire de l'économie de plateforme un secteur clé de l'économie numérique, contribuant à l'objectif de croissance du PIB de 8% en 2025 et à 2 chiffres dans les années suivantes. Alors que les tensions commerciales s'intensifient, les exportations vietnamiennes sont confrontées à des risques accrus en raison de leur dépendance à quelques grands marchés. Pour atténuer ce problème, les entreprises diversifient activement leur présence sur le marché. Beaucoup d'entre elles optimisent les opportunités en augmentant les ratios d'approvisionnement intérieur, en trouvant de nouvelles sources de matières premières, en restructurant les chaînes d'approvisionnement et en renforçant leurs relations avec les principaux acheteurs de l'ASEAN et des régions voisines. Le Vietnam, l'une des économies les plus ouvertes au monde, bénéficie grandement de son vaste réseau d'accords de libre-échange. Et grâce à ces 17 accords de libre-échange actifs, les produits vietnamiens conservent un avantage concurrentiel en accédant à plus de 60 marchés mondiaux et en soutenant la croissance des exportations malgré les incertitudes mondiales. En 2025, les exportations de fruits de mer du Vietnam devraient continuer de croître grâce à la forte demande des principaux marchés tels que les États-Unis, l'UE, le Japon ou la Chine. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer VASEP, le commerce mondial des produits de la mer sera affecté par la politique tarifaire américaine. Et il faudra 3 à 6 mois pour définir clairement la demande du marché. Cependant, de nombreuses entreprises nationales ont signé des commandes jusqu'au milieu de l'année, montrant un signal positif. Tout de suite, état de lieu dans le delta du Mekong. Ce lot de crevettes est sur le point d'être exporté vers l'Europe. En 2025, pour dépasser 140 millions de dollars de revenus d'exportation, juste après le TET, l'usine a augmenté le recrutement de travailleurs. Notre objectif est d'augmenter de 10% par rapport à 2024.
Après le thé, nous avons recruté 200 travailleurs supplémentaires. Ce produit de filet de Pangasius est sur le point d'être livré aux partenaires américains. Les produits de la mer vietnamiens ont un avantage concurrentiel sur ce marché potentiel. De plus, la Chine sera prochainement soumise à des tarifs douaniers élevés de la part des États-Unis. L'offre en provenance de Chine est limitée. Nous aurons un avantage, car les importateurs trouveront des sources alternatives avec le Vietnam. En janvier dernier, les exportations de fruits de mer ont atteint 774 millions de dollars, soit une hausse de 3,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations s'améliorent et les usines augmentent leurs achats, ce qui contribue à l'augmentation des prix des fruits de mer sur le marché intérieur. Cependant, en 2025, le marché mondial des fruits de mer devrait connaître de nombreuses fluctuations avec des facteurs tels que les changements dans les habitudes de consommation, les politiques tarifaires et les fluctuations de l'offre et de la demande affectant les exportations de fruits de mer du Vietnam. Par conséquent, le développement de produits à valeur ajoutée, l'amélioration de la qualité des produits et l'expansion de nouveaux marchés d'exportation seront des facteurs décisifs pour que l'industrie vietnamienne des fruits de mer continue de se développer de manière durable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le delta du Mekong traverse actuellement le pic de la saison sèche. La chaleur prolongée a placé de nombreuses zones forestières de la région à des niveaux d'alerte d'incendies dangereux. La sécheresse devant se poursuivre, les autorités locales mettent en œuvre diverses mesures de prévention des incendies. Il s'agit notamment de draguer et de rénover les lacs, d'installer des pompes et des extincteurs de montage et de distribuer environ 15 000 bidons d'eau en plastique aux postes de garde. Dans les zones à haut risque, des forces de lutte contre les incendies ont été chargées de rester en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En outre, les gardes forestiers ont également pris des mesures préventives en construisant des pare-feux, en défrichant les sous-bois et en procédant à des brûlages contrôlés. Au cours de la semaine dernière, l'intrusion d'eau salée dans le delta du Mekong a eu tendance à augmenter avec la marée haute. Actuellement, la limite de salinité aux embouchures des rivières se situe entre 38 et 48 km, soit environ 8 km de moins qu'à la même période l'année dernière. Et grâce à l'expérience accumulée après les récentes intrusions d'eau salée, la province de Sóc Trăng a mis en œuvre de manière proactive de nombreuses solutions pour assurer la sécurité de la production pour les habitants. Tout de suite, état de lieu. Ces 3,5 hectares de pommes étoilées et de prunes de M. Nhân sont prêtes à être récoltées. Actuellement, l'arbre a besoin d'eau pour assurer sa productivité et sa qualité. Mais l'eau salée commence à s'infiltrer dans la rivière Hậu. Il doit trouver des solutions pour éviter les dégâts. Je prends l'eau de la rivière Hậu et la stocke dans le fossé du jardin pour arroser les plantes. En cas de salinité prolongée, nous pomperons l'eau dans le bassin de décantation. Nous utilisons de la paille, des feuilles et de l'herbe sèche pour garder les plantes humides. Il faut aussi tailler les plantes pour limiter la transpiration. Nous ne devons pas planter de nouvelles cultures ni étendre les cultures. Chaque année, grâce au soutien du gouvernement dans l'utilisation des produits et services d'irrigation publique, Sóc Trăng drague plus de 400 km de canaux, entretient et répare les ouvrages d'irrigation, assurant ainsi le service de la production agricole. Le coût total de mise en œuvre est d'environ 158 milliards de dong.
Ces dernières années, le gouvernement et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont investi dans de nombreux projets clés de contrôle de l'eau dans le delta du Mekong. Grâce à cela, la réponse à l'intrusion d'eau salée a été efficace. L'écluse de Jashmop n'est pas grande, mais si elle est achevée, avec d'autres petites écluses, elle protégera environ 20 000 hectares de culture pour la province de Sok Trang. Il s'agit d'une très grande zone de plantation. Avec la mise en œuvre proactive de solutions structurelles, les dommages causés par l'intrusion saline dans le delta du Mekong diminuent progressivement. Outre les efforts des autorités, le succès de la réponse à la sécheresse et à la salinité vient également la flexibilité et la sensibilité des agriculteurs dans l'élaboration de plans de production appropriés. Selon Google Destination Insights, les recherches internationales sur les destinations touristiques au Vietnam ont augmenté de 45% au cours des 2 dernières semaines. Les touristes des États-Unis, d'Australie, d'Inde, du Japon, de la République de Corée affichent le plus grand intérêt de recherche pour le Vietnam. Les destinations les plus populaires sont Ho Chi Minh Ville, Hanoï, Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang et Vũng Tàu. Cette tendance de recherche croissante contribue à élever la marque touristique du Vietnam à l'échelle mondiale, tout en démontrant la diversité des offres touristiques du pays qui répondent aux préférences des voyageurs. Les maisons anciennes avec jardin sont depuis longtemps un symbole typique de l'architecture de Huế. Leur charme tient d'abord de l'harmonie entre l'homme et la nature. Dans toute la ville, on retrouve ce type de maison-jardin qui préserve toutes les valeurs culturelles de l'ancienne capitale du pays. Conscientes de cela, les autorités locales ont mis en œuvre de nombreuses mesures pour restaurer et valoriser ces maisons-jardins. Vivant dans une maison-jardin vieille de plus de 120 ans, M. Ho Văn Binh est fier d'avoir préservé sa maison qui est un héritage familial. Après de 80 ans, il nettoie toujours consciencieusement la maison et s'occupe du jardin chaque jour. Sa famille a reçu une aide de 600 millions de dons pour rénover la maison en 2017. Par conséquent, l'ancienne maison conserve encore sa beauté. Avec le soutien du gouvernement, nous avons fait de notre mieux pour préserver les maisons traditionnelles de Huế. Les maisons-jardins de Huế suivent les principes du feng shui. On y retrouve souvent des allées, des haies méticuleusement taillées et une cour où sont disposées des plantes ornementales et des paravents. Comme beaucoup de ces structures se sont détériorées au fil du temps, les autorités locales ont financé des projets de restauration pour préserver le patrimoine culturel de Huế. Cette maison a plus de 100 ans. Grâce au soutien du gouvernement, le processus de restauration est presque terminé. Nous encourageons la communauté, ainsi que les autorités locales, à préserver et à restaurer les anciennes maisons-jardins, ce qui contribue à promouvoir le patrimoine culturel de Huế. À travers les hauts et les bas de l'histoire, les maisons-jardins de Huế ne sont plus seulement des havres de paix, mais aussi des destinations culturelles et touristiques. En venant ici, les visiteurs peuvent explorer la riche histoire de l'ancienne capitale, tout en comprenant davantage la vie des habitants à cette époque. La province de Hòa Bình, à environ 70 km au sud-ouest de Hanoï, est connue comme le pays de l'ethnie minoritaire Mường. Des siècles durant, l'ethnie Mường a créé un trésor culturel riche et original, contribuant à enrichir l'identité culturelle vietnamienne. Mais les changements dans la société moderne ont eu un impact significatif sur la culture de cette minorité. La préservation et la promotion des valeurs culturelles des Mường nécessitent de gros efforts, notamment en ce qui concerne l'héritage des chansons alternées appelées Mô Mường. La province de Hòa Bình est réputée comme le berceau de l'ethnie Mường, avec ses 4 zones peuplées de Mường Dung, Mường Bi, Mường Vang, Mường Thang et Mường Đúng.
Les habitants de l'ethnie Muong sont indigènes, vivent depuis des siècles à Hòa Bình et leurs us et coutumes ont été bien conservés au fil des siècles. Dans les villages, les générations de Muong se transmettent les épopées et les chansons internées racontant l'origine du peuple Muong, son histoire, sa terre et ses coutumes. Les chansons sont interprétées lors de rituels familiaux et de rangs de fêtes de village. Aujourd'hui, le chaman Bùi Văn Minh effectue un rituel important dans le cycle de vie d'une personne âgée. Dans la croyance des Muong, un arbre banyan symbolise le destin de chaque personne. Lors de ce rituel, le gendre et la belle-fille de la personne âgée tirent le banyan qui est sur le point de tomber. C'est ainsi qu'on prie pour la bonne santé et la longévité de la personne. En plus de la cérémonie de tirer le banyan, le chaman est toujours présent lors des occasions importantes de chaque famille Muong, qu'il s'agisse de la cérémonie de culte pour un nouveau-né, pour une nouvelle maison ou pour une funéraille. La présence d'un chaman devient un soutien spirituel pour chaque famille de l'ethnie Muong. En fonction de différentes occasions, les mots Muong peuvent être chantés pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Le contenu des chants varie aussi. Rien que pour les cérémonies funéraires, il y a un long poème chanté comprenant de nombreux épisodes qui expliquent l'origine de la terre et de l'eau, racontent l'histoire de l'origine du peuple Muong et décrivent la beauté du pays des Muong. Le mot Muong est un vrai trésor. Rien qu'en termes de volume, c'est un ouvrage très massif d'environ 1500 pages. Mais plus important encore est le contenu qui s'y reflète. Grâce à des chamans, qui jouent le rôle d'artistes populaires, le mot Muong s'enrichit sans cesse au fil des générations, devenant de plus en plus riche et diversifié. Actuellement, la province de Hòa Bình compte environ 400 chamans qui pratiquent des rituels pour environ 600 000 personnes issues de l'ethnie Muong. Les autorités provinciales ont fait des efforts pour encourager la préservation des valeurs du mot Muong dans la vie spirituelle de cette minorité ethnique. En 2020, le mot Muong de Hòa Bình a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Les Muong sont très fiers du fait que leur patrimoine ait été inclus dans la liste des patrimoines culturels immatériels nationaux. Cela les motivera également à promouvoir et préserver leurs valeurs culturelles traditionnelles. Il est aussi important de promouvoir ces patrimoines vis-à-vis des amis et des touristes étrangers, tout en créant des produits touristiques adaptés, afin d'attirer davantage de visiteurs à Hòa Bình. Actuellement, les autorités de Hòa Bình ont finalisé le dossier en vue d'obtenir la reconnaissance de l'UNESCO du mot Muong comme patrimoine culturel immatériel nécessitant une protection urgente. De nombreuses politiques et travaux de conservation ont été mis en œuvre. Un espace culturel dédié au mot Muong a été ouvert dans le district de Cao Phong. Le titre d'artiste d'émérite et d'artiste du peuple a été attribué à 25 chamans, en plus de la création du club de mot Muong dans les villages pour transmettre ce trésor culturel aux jeunes générations. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain.
Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.